Alors, bonjour, Monsieur Serré. Merci Bonjour, madame. d'accorder une entrevue à Presse-toi à gauche. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Voyage au bout de la mine. Le lectorat de Presse-toi à gauche aimerait en savoir davantage sur ce livre sur la fonderie Homme. Alors, pour commencer, dans un premier temps, pouvez-vous un peu vous présenter pour notre lectorat, s'il vous plaît? Ben, écoutez, simplement, je suis dans les groupes de chômeurs. Je suis rattaché, je travaille dans un organisme qui s'appelle le Comité chômage de Montréal. Je suis aussi porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. En fait, je suis dans ces groupes-là depuis très longtemps. J'ai même commencé en Abitibi en 1979, imaginez, ça dit un peu mon âge. On avait mis sur pied à l'époque un groupe de défense des droits pour les personnes en chômage. Alors, c'est un peu ça. Puis, je viens de Rouyn-Noranda. Je suis né là, j'ai grandi là, je suis allé à l'école là, je me suis formé, je me suis politisé là-bas, à Rouyn-Noranda. Je suis quand même parti il y a assez longtemps. Et pour venir m'installer à Montréal, j'ai voyagé l'Amérique latine, etc., dans les années 80, début 90. Mais c'est un peu ça, voilà. Puis j'ai Alors, été interpellé, puis l'année dernière avec la crise de l'arsenic, c'est ça qui a parti l'histoire pour écrire un livre. oui, bien, justement, c'était ma deuxième question. Dans votre livre, vous parlez, nous sommes porteurs d'héritage. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, puis je me disais, est-ce que c'est ça qui a motivé l'écriture de votre livre? Pas au début, je dirais pas. Mais au fil de l'enquête que j'ai faite, parce qu'au fond, ce livre-là, c'est une enquête. Et je découvre des choses pendant cette enquête-là. Puis au fil des entrevues aussi que j'ai faites avec des gens, c'est un petit peu ça qui s'est imposé comme idée. Puis finalement, ce qui aurait pu être une conclusion est devenu mon introduction. Parce que oui, on est porteur d'un héritage. Euh, oui, Noranda, Rouyn-Noranda, particulièrement Noranda, qui a été fondé sur les terrains privés de Noranda Mines, est une compagnie tendre. Mais, tu vois, et la puissance économique qu'a représenté cette mine et cette fonderie à Rouyn-Noranda, et face aussi aux forces d'opposition, euh, j'ai retrouvé, quand j'analysais ce qui s'est passé l'année dernière aux élections, comment c'est coalisé les forces économiques, les forces politiques, aussi celles municipales, celles au pouvoir à Québec, comment tout ce monde s'est coalisé pour faire tomber celle qui les dérangeait beaucoup. Vraiment beaucoup. La députée de Québec solidaire, Émilie Lessard-Terrien. J'ai retrouvé là les mêmes forces qui se coalisaient à l'époque, il y a déjà très longtemps, pour casser des syndicats, comme ils ont cassé des syndicats dans les années 30 puis dans les années 40. C'est cette même puissance, puis cette idée, c'est comme imposer un peu, comme porteur d'un héritage, autant celui de la résistance, parce que même s'ils pensent casser la résistance, ils la cassent pas. Parce que le monde, il reste debout. Puis le monde, il se transmet ça de génération en génération. Puis on le voit encore aujourd'hui avec la mobilisation du monde citoyen face aux enjeux de santé environnementale, puis face aux enjeux de santé publique, comment les gens restent mobilisés puis restent debout. Encore il y a quelques semaines, il y avait 900 personnes qui marchaient dans les rues de Rouyn-Noranda pour dénoncer la contamination qui vient de la fonderie Horn. Alors, voilà. Ça fait que oui, porteur d'un héritage et de cette forme d'héritage-là, c'est un peu ça c'est une des idées, en tout cas, qui s'est imposée à un moment donné dans Il y a une l'écriture du autre livre. notion aussi qui m'a paru importante dans votre livre, vous en avez placé un mot tantôt, c'est la notion de temps de compagnie. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle résume les explications sur la situation de la fonderie? On pourrait dire qu'elle le résume, oui, puis elle l'aborde sous deux angles. Sous un angle historique, et sous l'angle des réalités actuelles, des réalités environnantes, mais sur un plan ne serait-ce que historique, parce que le livre, les premiers chapitres du livre se penchent justement sur l'histoire de Rwanda, sur c'est qui Naranda Mines. Tu sais, moi-même qui viens de là, Rwanda, je me suis souvent posé la question, est-ce que Naranda Mines, ça vient de Noranda? Et oui, ça vient de Noranda. Ça a été créé quand ils vont acheter d'Edmond Horn les terrains. Donc, lui avait acquis à cette époque-là. En 1922, ils vont acquérir ces propriétés-là, des hectares et des hectares. Et c'est là qu'ils vont creuser cette mine, ériger cette fonderie qui va commencer ses activités en 1927. Fonder cette ville de Noranda sur les terrains privés de la compagnie. Alors, les mineurs ou les familles des mineurs qui vont s'installer à Noranda
ben, ils vont acheter de Noranda Mines ou louer de Noranda Mines. C'est Noranda Mines qui va décider où il va y avoir une activité commerciale assez réduite à Noranda. La ville se fait chez eux. Et les maires, tous les maires qui vont passer par dans cette ville-là, Noranda, à partir de sa création, Noranda devient une ville en 1926. Le premier maire de cette ville-là, ben, c'est nul autre que le PDG de Noranda Mines, James Murdoch, qui habite pas à Noranda, bien sûr, qui est à Toronto, parce que là, c'est les intérêts financiers américains et canadiens qui sont derrière cette Noranda Mines. Mais tous les maires qui vont se succéder jusqu'en 1967, on dit, c'est une drôle d'expression, élus par acclamation, mais ils sont élus par acclamation, puis les premiers sont directement nommés par la compagnie, par Noranda Mines. Alors, il y a Ibert, il y a Carter, il y a John David, il y a Frédéric Hébert, je pense, son nom de famille. Ils sont extraordinaires, ces gens-là. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. Et ce qui m'a fasciné à travers cette histoire de Rwanda et de Noranda Mines, c'est une des choses qui m'a frappé, c'est l'eau. L'eau. Et je ne savais pas, par exemple, que encore aujourd'hui, en 2023, ils utilisaient le lac Ossisco à des fins industrielles. Parce que Rouen et Noranda se sont érigés autour du lac Ossisco, qui est un lac assez grand quand même, 3 kilomètres de long, 7 kilomètres carrés de superficie. Donc, d'un côté, tu as Rouen, de l'autre côté, tu as Noranda, puis entre les deux, quelques terrains vagues. Il y avait l'hôpital qui avait été érigé là. L'hôpital qu'on ne savait jamais s'il fallait l'appeler l'hôpital de Rouen ou l'hôpital de Noranda, parce qu'avant d'être fusionné, c'était deux villes. Donc, mais l'eau, alors ce lac-là, il est contaminé, a toujours été contaminé. Le lac Ossisco, parce que la fonderie s'est installée donc sur ces terrains euh, au bord du lac Ossisco. Et le lac Ossisco a été leur poubelle, leur fosse septique. Tous les résidus miniers, toute la cochonnerie qui pouvait sortir autant de la mine que de la fonderie, ils jetaient ça ben, dans le lac, puis ils jetaient ça aussi sur leur terrain adjacent à la fonderie. Alors, ce lac-là a toujours été contaminé. Alors, bien sûr, il y a des gens. Moi, ma mère est née dans les années 30. Probablement qu'elle a des souvenirs d'enfants de peut-être s'être baignée, mais dans des eaux qui étaient déjà contaminées. Et moi qui est né en 1959, je ne me suis jamais baigné dans ce lac-là. On ne s'est jamais baigné dans ce lac-là. Il n'y a personne qui s'est baigné dans ce lac-là. Et on nous disait quand j'étais enfant que, ah, voyez, l'usine de filtration qu'on vient de construire, ça va servir à dépolluer le lac, puis dans quelques années, on va pouvoir récupérer ce lac-là, puis s'y baigner, puis etc. On était un peu innocents, mais bon, on nous racontait ça. Nous, on était des enfants, on y a cru. Puis les adultes aussi, tout le monde y a cru. Mais c'était non. Puis aujourd'hui, en 2023, ben, ce lac-là est toujours contaminé, mais non seulement contaminé. Mais il sert toujours à des fins industrielles à la fonderie. Et dans mon enquête, c'est ce que je vais découvrir. C'est-à-dire, par exemple, ce lac-là est divisé en trois, séparé par des digues. Moi, j'ignorais ça, puis je pense qu'il y a du monde à Rouyn-Noranda qui l'ignore aussi. Et séparé par des digues, et deux de ces parties-là sur trois servent à des fins industrielles à la fonderie pour la décantation et le polissage. Alors, c'est beau le polissage, la décantation, mais c'est des procédés industriels qui se font toujours dans le lac Ossisco. Ce lac-là est d'ailleurs, entre autres, parce qu'on nous dit, ah, l'eau est correcte, c'est juste le fond qu'il ne faut pas toucher. Non, on nous dit ça sérieusement à la Rouyn-Noranda. Il faut juste pas toucher le fond. Fine, il ne faut pas toucher le fond. Avale pas trop d'eau non plus parce qu'il est contaminé au thallium. Le thallium, c'est quand on regarde le tableau périodique des éléments, là, ce qu'on apprenait à l'école quand on était petit, le cuivre Cu, puis aluminium Al, puis etc. Le thallium, c'était. Le thallium a des propriétés toxiques pires que le mercure et qui s'apparentent au cyanure. Moi, je découvre ça, là, dans mon enquête. Ce que je découvre aussi, c'est que Compagnie Town, donc l'eau qui approvisionne le Rouyn-Noranda est fournie par la fonderie en 2023. Alors, Oui. eux, ils s'approvisionnent auprès du lac du Faux, qui est à quelques 3 kilomètres, on va dire, de Rouyn-Noranda, depuis toujours.
Et en 1947, ils vont signer un bail amphithéotique avec le gouvernement de l'époque et le gouvernement du Plessis. Et celui qui va préparer le bail, c'est Frédéric Hébert. Frédéric Hébert, c'est l'homme de la compagnie, c'est un notaire. C'est lui qui va créer l'acte notarié de fondation de la ville de Noranda. C'est lui qui va préparer le bail amphithéotique qui va lier la Noranda Mines au gouvernement québécois. Et donc, ils donnent des droits exclusifs à la fonderie d'aller pomper tout l'eau qu'ils veulent dans le lac du Faux, de gérer un barrage qui va contrôler le niveau d'eau au lac du Faux. Et bail amphithéotique veut dire 100 ans, 1947. Et donc, ils vont puiser l'eau, ils l'amènent par un système de canalisation. Puis ça, c'est des gars de la fonderie qui m'ont raconté ça. Moi, j'ignorais ça. Donc, ils vont puiser l'eau au lac du Faux, puis sur un système de canalisation, ils l'amènent à la fonderie. 3 kilomètres de long de canalisation. Puis rendu à la fonderie, il y a un split. Puis là, le split, il fait en sorte que la fonderie garde les 2 tiers de l'eau. Et l'autre tiers est envoyé à Rouyn-Noranda, à l'usine de filtration, pour en faire une eau potable. Et cette eau-là, elle est vendue à la ville de Rouyn-Noranda dans un système qui s'appelle le système de galonnage. J'ai vu les bails amphithéotiques. J'ai vu un autre bail amphithéotique qui, lui, a été signé en 1965 entre Noranda Mines et la ville de Noranda, toujours préparé par le bon notaire Frédéric Hébert, qui là est rendu maire de Noranda. Il a été maire de 1950 à 1967 et aussi, tant qu'à faire, président de la commission scolaire. Là, c'est fantastique, le pouvoir. Il est toujours élu par acclamation. Et donc, le bail amphithéotique, lui, de 1967, c'est pour régir la consommation d'eau. C'est-à-dire, la compagnie dit et contrôle et paramètre l'utilisation que va en faire la ville, c'est-à-dire les quantités d'eau qu'on va pouvoir envoyer à la ville. Et on reste avec des quotas, on reste avec jamais plus que le tiers de l'eau qui est puisée au lac du Faux, puis on vend à tel prix, puis etc. Les derniers chiffres disponibles ont été fournis par la ville, par la greffière de la ville, 2021, ça fait 2 ans. Alors, ils ont vendu pour 133 000 d'eau à la ville de Rouyn-Noranda d'un lac qui est un bien public. Hmm. Et ça, c'est paramétré par ce qui s'est passé à travers l'histoire. C'est-à-dire, la ville emmène très large. Et ils nous ont installé, puis ça, c'était une condition de la Noranda Mines en 1965, au moment du bail amphithéotique. Ils exigent que la ville installe des compteurs d'eau. Pas par souci environnemental sur l'utilisation de l'eau, pour le contrôle. Puis, ils ont, en 2021, encore chiffre officiel, ils ont puisé à leur propre fin pour leurs besoins industriels au-delà de 8 milliards de litres d'eau dans le lac du Faux. Toujours un bien public. Et ils ont payé en redevance au gouvernement québécois 21 000. Le barrage, il paye un loyer de 1 300 par année depuis 1947. C'est extraordinaire ce qui s'est fait là. Et aujourd'hui, quand on parle de compagnie tendre, on ne parle pas nécessairement des mêmes paramètres à l'époque, mais on parle d'un pouvoir tentaculaire de la Mhm. fonderie qui est partout, qui est à la Chambre de commerce, qui va influencer le conseil municipal, qui subventionne tout ce qui bouge et qui va même envoyer des gens, parce qu'il y a 200 personnes qui travaillent à la fonderie qui ne sont pas syndiquées, c'est des cadres, c'est des chercheurs. Ils vont envoyer des gens libérés, payés pour siéger sur des conseils d'administration d'OBNL. Alors, quand vient le temps de signer une pétition, de dire on participe-tu à la marche pour dénoncer la contamination, etc., ça paralyse beaucoup. Euh, et j'ai entendu beaucoup de témoignages à cet effet-là. Mais la fonderie représente toujours une puissance économique importante Hmm. à Rwanda. Puis voilà, c'est ça. La compagnie tente de l'époque l'est encore d'une certaine façon, mais dans d'autres paramètres, on pourrait dire. Cette notion-là est vraiment incroyable, surtout la façon dont vous la décrivez pour la fonderie Orme. Mais en même temps, je la trouvais intéressante parce qu'on peut l'étendre à plusieurs villes au Québec, de compagnies qui se sont installées sur des territoires, qui les ont pollués et qui contrôlent, comme la fonderie Orme, des populations. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à écrire un chapitre entier sur le rapport colonialiste aux régions? Tout à fait. Parce que c'est encore là, dans ce processus d'enquête et d'entrevue, parce que j'ai interviewé que 25-30 personnes, que je me suis aperçu que parler de Rwanda
mais ça parlait d'autres villes. Murdochville, en Gaspésie, a vécu exactement les mêmes choses qu'à Noranda, fondée par la même Noranda Mines, avec une mine puis une fonderie, avec les mêmes problèmes de contamination, puis de problèmes de santé publique, puis de santé environnementale, de problèmes de santé-sécurité. Combien de travailleurs sont décédés de la béryliose à Murdochville? Comme on est mort de la béryliose puis de la silicose à la mine Noranda de Noranda. Et ce même pouvoir de compagnie, puis on peut se promener à travers le Québec puis aller faire un tour à Sept-Îles, puis à La Tuque, puis à Shefferville, puis à McMasterville. McMasterville, c'est le nom du fondateur McMaster. Il s'appelait comme ça, le monsieur qui est allé installer une usine d'armement à la fin du 19e siècle. Puis là, on va installer sur ces mêmes terrains, dans pas grand temps, des usines de batterie, puis tous nos gouvernements sont exaltés par cette opération-là. Mais les régions sont souvent sont souvent aux prises avec des prédateurs financiers qui débarquent là parce que c'est loin. Hein? C'est loin l'Abitibi, puis c'est loin la Côte-Nord, puis c'est loin la Gaspésie, puis c'est le bar ouvert, puis historiquement, ça a été le bar ouvert. L'industrie minière, par exemple, celle qui va s'installer sur la Côte-Nord en Abitibi, puis là, il y a une nouvelle ruée vers les métaux. Là, le fer. Hein, on avait fermé les mines de fer sur la Côte-Nord, puis dans le Grand Nord, parce que les marchés internationaux, le cours du fer avait beaucoup baissé. Là, tout d'un coup, on redécouvre l'importance, puis on veut, puis on est en train de réouvrir ces mines de fer partout. Mais souvent, on est aux prises donc avec ces prédateurs qui, eux, ne veulent. Puis c'est ce qu'un ancien maire de cette île me disait, Régent Porlier, qui a fait 2 mandats à la mairie de cette île. Ces gens-là débarquent, puis ils offrent des jobs. Fait que là, bon, ils offrent des jobs. Fait que là, tout le monde veut des jobs. Sauf que ces gens-là, ils sont surtout intéressés par des profits à court terme. Faire beaucoup d'argent, des profits exorbitants et vite pour les investisseurs dans ces compagnies-là. Alors, ça se fait tout le temps au détriment de la santé publique, tout le temps au détriment de l'environnement. Encore la semaine dernière, il y avait sur le site de Radio-Canada un article qui documentait 600 sites miniers abandonnés dans le Grand Nord. Puis quand on parle de sites miniers abandonnés dans des conditions absolument, même dire déplorable est insuffisant. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font. Puis ils laissent tout leur scrap, des lieux contaminés. Et là, c'est les peuples autochtones, Inuits, dans le Grand Nord, qui disent, voyons, c'est quoi que c'est? Mais est-ce qu'on entend leur voix? Est-ce que le pouvoir politique entend leur voix? Absolument pas. 607 milliers. Puis là, aujourd'hui, c'est la ruée vers là, les terres rares, le lithium, puis les batteries. Hmm. Waouh, c'est extraordinaire. Sauf que on est en train de donner, le gouvernement, ça aussi, c'est documenté. Alors, on est en train de donner des droits à ces compagnies-là de lithium, puis d'autres, etc., de jeter le résidu minier dans des lacs dans le Grand Nord, le lac Bloom, autour du lac Wabush. Il y a des dizaines de cours d'eau où le gouvernement est en train, ou a déjà donné, ou est en train de donner les autorisations pour que ces compagnies-là puissent jeter, canaliser leurs résidus miniers dans des cours d'eau, dans des lacs. Il y a même des minières qui sont en train de pomper, de vider des lacs de leur eau pour servir de site de résidus miniers contaminés. Nous, on permet ça, puis on est en 2023, là. On n'est plus il y a 100 ans, en 1923. On n'est pas supposé de faire ça. Mais comme c'est loin, ah, c'est le Grand Nord, ah, c'est la Côte-Nord, ah, c'est l'Abitibi, on s'en sacre. Les pouvoirs, quand je dis on, je parle des pouvoirs politiques. Puis c'est la course au lithium pour aux batteries, puis etc. Quelle sorte de gouvernement colonisé qu'on a en ce moment pour vendre, hein? Toute cette expertise sur l'électricité, sur la batterie. Vendre ça aux Américains puis les subventionner. On subventionne GM, comme si GM était le grand expert international des batteries. Le gouvernement québécois va leur donner 350 millions de dollars. Le gouvernement fédéral va leur en donner autant pour venir s'installer à Bécancour. Et pourquoi ces compagnies-là, sud-coréennes ou l'autre de Suède, viennent s'installer ici? Ben, ils se rapprochent des métaux, parce qu'on a les métaux.
C'est tout simplement parce qu'on a les métaux. Puis en plus de ça, on les subventionne, puis on va leur donner des terrains, puis on va leur fournir l'énergie à moindre coût, une énergie qu'on définit comme étant propre parce que c'est de l'hydroélectricité. Il y a quelque chose qui marche pas. Et Mm. ces gens-là comparent ce qu'ils font actuellement, ce développement. Puis là, c'est exalté, là, c'est un tsunami d'informations, c'est le tourbillon, puis ça va vite, puis ça va vite, puis ça va vite. Euh, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Mm. Et eux osent comparer leur entreprise aux grands projets d'hydroélectricité, aux grands barrages. Ben, moi, je me souviens que les barrages, là, c'est l'époque où on a nationalisé l'électricité, où on a mis dehors les compagnies étrangères, américaines et autres qui possédaient notre énergie. On a nationalisé. On n'avait pas d'argent, on est allé l'emprunter. Jacques Parizeau, dans ses mémoires, en parle. Il était un grand commis de l'État au début des années 60. Il raconte comment il s'est présenté avec d'autres grands commis de l'État québécois pour aller emprunter ces argents-là. Eux autres s'attendaient à ce que ça soit, wow, compliqué, puis ça va être dur. Ça a pris 5 minutes. On signe où? Vous signez ici. Allez, c'est fini. Ils sont sortis dehors, ils sont partis à rire. Ils ne s'attendaient pas que ça soit aussi simple. Mais on a développé à travers la nationalisation de l'hydroélectricité notre génie industriel, notre expertise, qu'aujourd'hui, sur cette question moderne des batteries, parce qu'on veut électrifier le transport, on donne ça aux compagnies étrangères alors qu'on aurait pu développer notre génie, notre expertise et, par exemple, ouvrir une filière d'Hydro-Québec. Alors, voilà, on donne ça à l'international, puis ils viennent, puis là, ben, c'est la course aux métaux. Alors, toutes ces grandes compagnies-là, on parle des minières, mais là, on parle, bon, de la batterie, mais Mm. là, les minières sont parties. En Abitibi, c'est à Côte-Nord, les terres rares. Est-ce qu'on sait que les terres rares, pour extraire et raffiner les terres rares, on a besoin de beaucoup d'eau, on a besoin de beaucoup d'énergie, on doit utiliser des solvants et des acides très forts qui laissent des résidus extrêmement toxiques. Est-ce qu'on sait ça? Alors, si on le sait, on doit prendre le temps de réfléchir puis d'agir intelligemment. Il n'y a aucun, ça c'est la conclusion du livre. Et c'est Donna Mergler qui me l'a donné. Donna Mergler, qui est une professeure émérite de l'Université du Québec à Montréal, qui a été spécialisée sur la santé en milieu de travail et la santé environnementale. Et c'est elle qui m'a donné ces mots-là qui ont servi à ma conclusion. Il n'y a plus aucun développement qui doit se faire sans une approche écosystémique. Écosystémique, ça a l'air d'un gros mot, ça veut juste dire une chose. On fait attention à la santé publique, on fait attention à l'environnement. Alors, Mm. voilà, c'est là où il faut aller, moi, je pense. Ouais. Et justement, en conclusion, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez rajouter pour notre lectorat? Ben, moi, je pense que n'eût été de... n'eût été... Des fois, il y a des individus qui sont très importants dans l'histoire. Moi, je pense que si Émilie Lessard-Terrien, en 2019, quand la Direction régionale de la santé publique prépare ou n'a pas encore mis sur la place publique, mais a préparé une étude de biosurveillance en 2018. Demande à rencontrer Émilie pour lui faire part, parce qu'elle est la députée, lui faire part des grands alignements, des grands axes de cette recherche de biosurveillance. Et c'est ce qui en sort de cette étude-là, c'est extrêmement préoccupant. Émilie a demandé une assemblée publique. La direction régionale a hésité, puis finalement, ils l'ont fait en mai 2019, et avant même, encore une fois, que l'étude de biosurveillance soit publiée à l'automne 2019. Ils ont fait une assemblée publique. Il est venu 175 citoyens et citoyennes. Et c'est à partir de là que les gens, non seulement se sont préoccupés, mais ont commencé à s'organiser. C'est là que, par exemple, un groupe comme celui qui s'appelle Arrêt, Arrêt au rejet des émanations toxiques, s'est constitué, puis n'a pas cessé ses activités. Puis par la suite, il y a eu Mère au front, puis il y avait déjà des groupes. Alors, l'importance, si ce monde citoyen ne s'était pas mobilisé, si la députée n'avait pas joué le rôle qu'elle devait jouer, puis que très peu de députés jouent, c'est-à-dire alerter les citoyens, être un vrai représentant, puis une vraie représentante de ces citoyens, de ces citoyennes, et sans ce mouvement citoyen qui ne se serait pas organisé, on n'aurait jamais su ce qui se passe en termes de contamination à Rwanda, qu'on savait déjà il y a 40 ans. Parce que ça, c'est la trame de fond, c'est la question de départ de mon livre. C'est passé quoi en 40 ans? Parce que cadmium, plomb, arsenic, on savait ça il y a 40 ans. Mais ceci dit, l'importance d'un mouvement citoyen,
Et on le voit aujourd'hui à Saint-Basile-le-Grand, à Mac-Masterville, etc. Comment les citoyens aussi qui sont invités à participer à ces grandes séances publiques, parce qu'il faut chercher, comment ils appellent ça, pas le consensus, mais le truc social, là, l'entendement, en tout cas, ils ont l'acceptabilité sociale. C'est donc beau, ça, ce mot-là. Mais là, ils s'aperçoivent que l'acceptabilité sociale est un petit peu difficile parce que le monde sont très préoccupés et sont un petit peu fâchés de se faire garrocher des affaires comme ça à la dernière minute qui vont s'installer sur des terrains contaminés. Alors, il y a une mobilisation de la société. Elle doit continuer. Elle est extrêmement importante, parce que ça aussi, c'est un des éléments qui est ressorti de l'enquête que j'ai faite, et c'est même d'anciens politiciens, d'anciens députés, d'anciens ministres qui me l'ont dit. Sans pression populaire, les politiciens ne bougent pas. Alors, la pression populaire, la mobilisation citoyenne, elle est vraiment extrêmement importante. Ça, c'est incontournable. Bon, je trouve que c'est effectivement une bonne conclusion. Je vous remercie encore une fois de nous avoir accordé, après Soi à gauche, cette entrevue. Et votre livre est effectivement excellent. Merci beaucoup. Merci à vous, Bonne fin madame. de journée. Bye bye. Bonne journée.